Alors, on parlera d'agriculture un peu plus tard, mais je vous propose dès maintenant de parler de biodiversité, de qualité du cadre de vie et d'attractivité. Et donc, j'invite à me rejoindre Elsa Alfonsi, scientifique à l'Université de Bordeaux, Magali Fronz, adjointe au maire de Bordeaux sur la nature en ville et les espaces verts, Mathieu Rousnac de la mission magnétique de Bordeaux Métropole et Bob Clément et Céline Castellan de l'agence d'urbanisme. Pour introduire cette table ronde, je vais laisser la parole à Céline Gerbeau-Morin, de la direction de la nature. Merci. Donc effectivement, comme l'a rappelé Madame Valric, nous avons à la métropole un plan haute qualité de vie qui travaille sur l'attractivité de la métropole aussi. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la biodiversité fait partie de la qualité de vie et donc forcément fait partie de l'attractivité de la métropole. Et on peut considérer qu'aujourd'hui, préserver la biodiversité, c'est pas forcément une contrainte. Ça peut être une vraie plus-value et un vrai atout. Et donc, c'est un peu le sens de cette table ronde, c'est de voir en quoi la biodiversité et sa préservation peuvent être une vraie plus-value pour notre territoire. Donc, on va commencer par une petite vidéo aussi sur l'intégration de la biodiversité dans la ville pour voir un petit peu quels sont les enjeux de cette intégration. Et après, on pourra partir sur les autres discussions.
Alors voilà pour cette vidéo très complète et avec beaucoup d'exemples. Donc je vais donner la parole à Elsa Alfonsi, qui est scientifique à l'Université de Bordeaux et qui va vous présenter en 180 secondes l'étude sur les services écosystémiques qui a été menée dans le cadre de la stratégie biodiversité. Bonjour à tous. Alors, hop là. Alors, je vais y arriver. Donc, moi, je travaille à l'Université de Bordeaux sur les services écologiques. Donc, actuellement, l'augmentation de la population mondiale est avérée. En 2007, pour la première fois, la population urbaine était plus forte que la population rurale. Cette augmentation, elle implique forcément une demande plus forte en termes d'habitat, mais aussi en termes de qualité de vie. La qualité du cadre de vie, c'est devenu un critère d'attractivité des villes. Et en milieu urbain, tout comme en milieu périurbain, les habitats agricoles et naturels rendent des services écologiques. Donc, vous avez tous entendu, je pense, parler des services écologiques. Et je reviens tout de même sur leur définition. Donc, les services écologiques, ce sont tous les bénéfices que l'homme tire du fonctionnement des écosystèmes. Ils sont classés en 4 catégories depuis le rapport du Millennium Ecosystem Assessment en 2005. Des services de support ou de soutien qui sont nécessaires à la production des autres services. Ils permettent de créer toutes les conditions de base au développement de la vie sur Terre, comme par exemple la formation des sols. Il existe aussi les services d'approvisionnement. Ce sont les services de production qui sont obtenus à partir des écosystèmes, comme par exemple la production de nourriture, comme l'agriculture, qu'on verra après. Il existe aussi des services de régulation qui permettent de réguler les phénomènes naturels, comme par exemple les îlots de chaleur urbains, la régulation de l'érosion, ou encore d'autres exemples. Et enfin, les services culturels, ceux qui nous intéressent aujourd'hui, qui sont les bénéfices non matériels que l'homme peut tirer des écosystèmes, à travers un enrichissement spirituel ou le développement de loisirs, la santé mentale et physique, le tourisme, la prise de conscience, l'inspiration esthétique dans la culture, l'art et le design, ou encore l'expérience spirituelle et le sentiment d'appartenance à un territoire. Pour Bordeaux Métropole, il s'agit de cartographier, donc notre travail donc en équipe, il s'agit de cartographier plusieurs services écologiques et de faire émerger sur le territoire de Bordeaux Métropole des zones à enjeu en termes de services écologiques et de multifonctionnalités en termes de services écologiques. Donc notre travail s'appuie sur de la cartographie et on a utilisé une méthode qui distingue à la fois l'offre de la demande. L'offre en service, c'est ce que les milieux naturels ou agricoles apportent. C'est le lieu de production du service. La demande, c'est la zone de perception des bénéfices. Parce que pour qu'il y ait un service écologique perçu, il faut qu'il y ait des bénéficiaires. Il faut qu'il y ait quelqu'un, de l'humain derrière, qui profite de ces services. Donc là, je vous ai présenté un petit graphique qui montre qu'il existe plusieurs échelles de flux. Donc des échelles de flux qui sont locales, où là, donc en vert, on a la zone de production du service, que j'ai appelée l'offre, et en rouge, la zone de perception du bénéfice, la demande humaine, des citoyens. Donc une échelle de flux locale, c'est quand la zone de production de service est au même endroit que la zone de perception du service. Elle peut être soit dans le périmètre, comme le bénéfice voisin multidirectionnel, la pollinisation. Les insectes se déplacent d'une parcelle à l'autre. Elle peut être enfin globale. Donc là, lorsque, par exemple, la séquestration du carbone, elle se réalise à un endroit, mais elle profite à l'ensemble de la planète. Et il existe aussi différents types de flux de services. Donc pour ça, j'ai utilisé une illustration sur des services écologiques récréatifs. C'est l'utilisation d'un milieu en termes de fréquentation pour des activités d'observation d'insectes. Donc il existe, comme on peut l'imaginer rapidement, 3 cas. Un cas où le flux est positif, l'apport est supérieur à la demande. Donc, je ne sais pas si on voit très bien, ouais, ça va. Donc l'offre est supérieure à la demande, c'est-à-dire qu'il existe des lieux où il y a des insectes qui sont présents, mais ces lieux sont peu ou pas du tout utilisés pour l'observation des insectes. Le deuxième cas, c'est lorsque le flux est nul, l'apport égale la demande. On a des lieux où il y a des insectes et où ces lieux sont utilisés ou sont visités par des amateurs d'observation des insectes. Et un troisième cas, c'est lorsque le flux est négatif, lorsque la demande est supérieure à l'apport. Là, dans ce cas-là, on a
on a des lieux qui sont présents, aménagés pour recevoir du public, pour observer les insectes, mais on n'a plus d'insectes. Donc, travailler sur ces échelles de flux et sur ces types de flux permet de définir une urbanisation cohérente avec la demande des citoyens. Prendre en compte ce flux implique donc de se poser la question de l'aménagement. Où est-ce qu'on peut restaurer un service? Où est-ce qu'on peut créer un nouvel apport en service? Où est-ce qu'on peut investir pour remplacer ou mettre de nouvelles infrastructures pour accueillir du public? Mais la conclusion de cette présentation, c'est que préserver des services récréatifs pour une collectivité, c'est maintenir à la fois l'offre et la demande. Il existe des leviers qui existent pour la collectivité, qui permettent à la fois d'accueillir du public, ce qui va augmenter l'attractivité de leur territoire, et de respecter et de favoriser et de maintenir, de restaurer des milieux naturels de qualité pour accueillir à la fois du public et des insectes, là, pour cet exemple-là. Merci beaucoup, c'était encore une fois très synthétique et je sais que l'exercice n'est pas facile. Peut-être donc pour démarrer cette table ronde, une première question pour vous, Elsa. Pouvez-vous nous dire comment est-ce qu'on peut impliquer justement le citoyen dans la connaissance de son cadre de vie immédiat ? Alors, pour impliquer le citoyen, il existe beaucoup de façons qui sont déjà mises en place par la plupart des collectivités, mais il existe aussi des outils de participation citoyenne qui sont des plateformes d'observation, soit des insectes comme le Spipol, soit des plantes courantes qu'on voit en bas de chez soi et qui sont recensés dans Sauvages de ma rue, ou à la fois des oiseaux ou de la faune en général, dans les plateformes telles que Faune Aquitaine, anciennement la LPO. Et tout ça, cette participation citoyenne de la connaissance de son milieu juste en bas de chez soi, permet d'améliorer son cadre de vie et de le connaître notamment. Merci beaucoup. Alors, ma deuxième question ira pour vous, Magali Fronze. Je voulais vous demander donc quel est le rôle de la nature sur l'attractivité de Bordeaux et est-ce que vous avez des demandes de la part des administrés ? Alors, en termes d'espace vert, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, juste dire déjà que les espaces verts et les espaces de nature, ce sont des espaces qui doivent être pensés, en tout cas qui sont voulus par les habitants comme des lieux de vie. Ce sont des lieux de respiration, des lieux sur lesquels il y a de nombreux usages. Mais de plus en plus, ce qu'on voit sur Bordeaux, c'est qu'il y a une demande de lieux de vie, de lieux comme une place de village, quoi. L'espace vert devient la place du village au sein des quartiers à Bordeaux. Et qu'il faut faire attention à ne pas considérer, alors la vidéo était très intéressante qu'on a vue, mais attention à ne pas considérer les espaces verts et naturels que comme des espaces soit de décor ou soit que des espaces qui ont une fonction écologique. Il faut penser l'espace vert avec ses usages en étant des véritables lieux de vie, de rencontre et de partage. On le voit par exemple au bassin à flot où en fait les espaces verts ont été pensés souvent comme des lieux de passage, avec les sentes en particulier, mais en sous-estimant les besoins des lieux de vie. Les espaces verts sont dans les espaces privés, au bassin à flot, mais pas sur les espaces publics. Voilà. Et les demandes des habitants, alors je dirais qu'elles sont de deux types. Il faut voir deux choses. La demande actuelle, c'est une demande de plus de participation. Vous disiez comment impliquer les citoyens à participer à l'amélioration du cadre de vie et à la connaissance de la biodiversité. On a une demande qui date depuis le début des années 2000, que les citoyens souhaitent non plus être consommateurs mais acteurs de l'espace public, participer à l'embellissement du cadre de vie, à l'attractivité de son quartier et également à la vie sociale.
Et aujourd'hui, on voit une nouvelle émergence, c'est ce que disaient Clément Rossignol et Puech et Anne Valric, c'est avec l'urgence climatique qui est devenue au cœur des préoccupations des politiques, mais également des citoyens, et surtout des citoyens, on a une nouvelle mobilisation que l'on voit, nous, sur les concertations, puisque à chaque aménagement d'espace vert, d'espace public, on fait des concertations, et on a depuis 1 ou 2 ans des nouvelles personnes qu'on ne voyait pas jusqu'à présent, et qui nous amènent des nouvelles idées, en tout cas qui nous permettent d'avoir une plus grande acceptabilité dans ce qu'on peut proposer en termes d'aménagement sur la place de la nature en ville et de la biodiversité. La nature en ville, jusqu'à peu, était considérée comme quelque chose qui était sale. On l'a vu au passage au zéro phyto en 2009. Les herbes folles qui poussent sous les trottoirs, c'est sale. Donc il y a eu un gros travail de pédagogie pour expliquer aux gens que non, ce n'est pas sale, et ça participe aussi au changement de paysage urbain, et ça participe aussi à l'embellissement de la ville, avec notamment les actions de végétalisation qu'on a pu mettre en place par la suite. Également, donc il en va de même dès qu'on aménage un espace, dès qu'on végétalise un espace public, c'est faire comprendre que plus de nature, plus de biodiversité, c'est quelque chose qui, au contraire, améliore les espaces, apporte des services aux riverains, et c'est pas un manque d'entretien, c'est quelque chose que l'on peut construire tous ensemble. Voilà. Et c'est une demande aujourd'hui, qu'on avait, et toute récente. Merci beaucoup. J'ai du coup une deuxième question pour vous avant de passer la parole à quelqu'un d'autre. On voit que la métropole se développe et que l'on a actuellement de grands espaces naturels de proximité. On peut citer le parc des Coteaux, le parc des Jalles. Et selon vous, donc, quelle est l'importance de préserver ces espaces-là au regard de l'attractivité que connaît le territoire actuellement? Oui, ça c'est effectivement aussi une nouveauté, c'est-à-dire que l'objet, on en parlait des espaces verts, des espaces publics, mais il s'agit d'aller plus loin aujourd'hui et d'imaginer effectivement Bordeaux, c'est une ville très urbaine, mais qui est concernée par des grandes continuités écologiques. Quand on regarde à l'échelle du macro paysage, on a le parc des Jalles, on a la Garonne. La Garonne, c'est le plus grand espace fluvio-maritime d'Europe, je pense. Et effectivement, là, en tout cas, c'est ce que nous sommes en train de faire, de participer donc à ces continuités écologiques en sanctuarisant des espaces, en fait, des espaces naturels sur Bordeaux. On a la réserve écologique des Parailles qui est en continuité avec la réserve naturelle des Marais de Bruges et la Garonne. 160 hectares d'espace naturel, la réserve écologique des Parailles, dont la moitié, 70, qui est sanctuarisée et inaccessible au public, de prairies humides et de bois. Également, une partie des berges de la Garonne, au nord, inaccessible au public, parce que c'est un espace qui est très boisé, que si on aménageait pour le public, on perdrait de son intérêt écologique, et notamment de son intérêt écologique dans la continuité avec ces grands espaces naturels. Je parlais de la Garonne, la ripisylve également est inaccessible au public et en continuité. Mais on peut imaginer aussi une biodiversité qui soit par petits pas. Et notamment, c'est ce que nous faisons via la gestion différenciée au sein des parcs et jardins, avec des espaces qui sont entièrement dédiés à la biodiversité, même dans des parcs historiques comme le parc bordelais, avec la chenille du parc bordelais, qui a une très grande intérêt en termes de biodiversité et qui est également inaccessible au public. Et donc ça, c'est une tendance. Je pense que si on veut aller plus loin pour préserver la biodiversité en milieu urbain, en continuité avec de grands espaces, nous devons passer par là. Merci beaucoup. Alors, je vais poser ma prochaine question à Mathieu Rousnac de la mission magnétique Bordeaux. Déjà, est-ce que vous pouvez présenter rapidement cette mission pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas et nous dire pour vous donc, en quoi les espaces naturels et la biodiversité participent à l'attractivité de la métropole? Bonjour à tous. Donc, la mission magnétique Bordeaux est en charge de l'attractivité du territoire au sens large et en quoi la nature contribue à l'attractivité du territoire. Peut-être un mot sur qu'est-ce que c'est que l'attractivité, très simplement. L'attractivité recouvre deux notions essentielles que sont le rayonnement et l'attraction. Lorsque l'on évoque l'attractivité, on va s'inscrire nécessairement dans un cadre qui dépasse le seul territoire et dans un territoire qui est maintenant
globalisée à l'échelle mondiale avec le phénomène de la métropolisation. Nous assistons à un phénomène d'émergence de polarité urbaine très importante et qui nous inscrivent dans ce champ nécessairement international. Donc pour développer une politique d'attractivité, nous allons essayer de valoriser nos principaux atouts, ce qui nous distingue et ce qui nous permet aussi d'être comparés. Donc sur cette base-là, on va travailler l'identité compétitive d'un territoire. La nature, elle contribue, elle est un des attributs du patrimoine d'un territoire. C'est ce qui est unique. On parle du patrimoine bâti. De la même manière que nous avons une très grande fierté d'avoir un patrimoine classé à l'UNESCO, le plus grand périmètre urbain au monde, classé à l'UNESCO, la nature est un élément de ce patrimoine du territoire. De la même manière qu'on doit y intégrer le patrimoine historique, culturel. Donc, il s'agit de notions qui contribuent à nous distinguer. Je parlais de la comparabilité et donc des classements. On travaille beaucoup sur les classements et les podiums que l'on cite. Quand on a 3 sites Natura 2000, ça contribue à renforcer la compétitivité de notre territoire au même titre qu'on a un classement UNESCO. Je crois que là, on a une déconstruction d'abord à faire sur ces enjeux, puisqu'on a tendance à parler de préservation de la biodiversité et de l'opposer au développement. Le développement, c'est une atteinte à la biodiversité, à la nature. Je crois qu'on observe aujourd'hui effectivement qu'il y a de nouvelles méthodes. On a au niveau économique des entreprises qui abordent autrement la façon de concevoir l'habitat, l'aménagement des espaces publics, et puis des volontés politiques très fortes qui s'expriment aussi et qui se traduisent en actes, puisque l'enjeu, c'est quand même, on évoque souvent la prise de conscience des habitants, elle va et elle se renforce d'autant plus dès lors qu'elle est accompagnée d'actions. Et je crois que sur cet aspect, effectivement, il faut renforcer l'expérience que l'on peut proposer sur le territoire. Et donc, ça passe par un ensemble, effectivement, d'initiatives qui peuvent contribuer à d'abord cette prise de conscience et puis à associer les populations à ces actions. Et donc, ce sont ces actions de proximité qui sont établies avec le développement de l'agriculture urbaine, des îlots de fraîcheur en ville, qui contribuent à mieux intégrer, justement, toute cette dimension. Donc, je dirais que l'attractivité ne peut pas se distinguer de la préservation de la biodiversité puisqu'elle nous ramène aussi à nous inscrire dans un cadre qui nous dépasse. Et une difficulté, si je m'éloigne un peu du sujet, c'est sans doute sur le plan, je dirais, philosophique. Ça nous amène à aller à l'encontre d'un patrimoine, d'un héritage culturel, philosophique, occidental, qui nous inscrit à la fois dans une dimension d'universalisme, mais aussi de darwinisme. Et donc la préservation de la biodiversité, c'est intégrer qu'il faut préserver ces différentes espèces et qu'après des siècles où l'homme s'est glorifié de dominer la nature, c'était le modèle, mais c'est un modèle qui reste très occidental, on a des cultures qui aujourd'hui, à l'échelle globalisée, traversent. Les citoyens sont beaucoup mieux informés. La globalisation, la numérisation du monde et sa globalisation contribuent à cette diffusion de l'information. Et je crois que la prise de conscience de ce qu'on évoque, l'urgence climatique, aujourd'hui, elle se traduit en nécessité, et que cette nécessité, elle est une opportunité. Je veux citer un exemple en termes sur le plan économique, c'est celui de l'État d'Israël. C'est le moteur de l'innovation. Vous savez qu'on parle de la Startup Nation, c'est sur cet aspect que je veux en parler. Quel est le moteur de l'innovation technologique en Israël? C'est la nécessité. Cet État qui s'est construit dans un désert a dû trouver des solutions pour répondre à ses besoins essentiels en eau, en agriculture. Et ce sont le développement de l'innovation technologique qui a permis de répondre à ces besoins. Donc je dirais qu'au-delà de l'urgence climatique, on pourrait parler de la nécessité à effectivement innover, trouver des nouvelles solutions. Et donc c'est diversifier notre économie, trouver également, là encore, des opportunités de nouveaux développements. Donc, j'aime assez cette notion de nécessité qui amène une opportunité constructive. Merci beaucoup. Alors, ma prochaine question va pour Céline Castellan de l'Agence d'urbanisme. Donc, vous avez mené une enquête sur la demande en espace de nature sur la métropole. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette enquête et nous donner les premières conclusions ? Oui, donc bonjour. Donc on a mené en fait une enquête sur les usages des espaces de nature. L'objectif, c'était d'améliorer notre connaissance de ces usages
pour voir qu'est-ce qui est recherché et apprécié, avec un objectif en tête, c'est de voir comment notre lieu de vie, notre contexte d'habitation influençait les usages des espaces de nature. Et donc on a mené cette enquête à l'échelle de l'ère du Scott, donc pour avoir des territoires très différents, à la fois des territoires très urbains et des territoires périurbains, voire ruraux. Donc ça a été fait par mailing auprès de... Donc on a eu 1075 réponses, donc on a analysé. Pour vous donner quelques premiers résultats sur ce que ça nous a apporté, déjà l'analyse de certains résultats allait un peu à l'encontre d'idées préconçues qu'on peut avoir sur ces questions-là. Par exemple, le fait d'habiter un territoire très urbain, notamment en appartement, où donc on n'a pas un espace de nature privée comme un jardin, ne signifie pas un usage plus important des espaces de nature. Là où on observe des usages plus importants, au contraire, c'est ceux qui ont un jardin. Donc le fait d'avoir un jardin ne fait pas qu'on ne va plus dans les parcs, par exemple. Et au contraire, ceux qui habitent dans des territoires plus périurbains vont plus régulièrement dans des espaces de nature. Et donc, on se rend compte qu'on pourrait se dire... projeter en tout cas que les gens souhaitent acheter une maison avec un jardin pour le cadre de vie, mais finalement c'est qu'un cadre, qu'un décor. Non, il y a des réels usages de ces espaces et des usages très réguliers. Donc on a identifié comme ça des choses qui allaient un petit peu par rapport à des idées qu'on pouvait se faire. Après, quelque chose qui nous a, on va dire, un peu étonné dans les résultats, étonné ou à renforcer des choses qu'on commençait à sentir, c'est la place de l'arbre dans le choix des espaces qui sont fréquentés. Aujourd'hui, on a proposé plusieurs typologies d'espaces verts ou de nature à fréquenter. Le parc arboré est vraiment le type d'espace qui ressort à 80%, et la forêt est pas loin derrière à 60%. Donc on voit que quand même l'arbre représente vraiment un peu cet archétype de nature. Et la forêt ressort quand même très fortement. Alors, c'est vrai qu'on est dans un territoire forestier sur la couronne ouest, mais c'est une forêt qui est en grande partie privée. Il y a quelques forêts publiques, mais elle est en grande partie privée, donc pas aménagée. Mais pour autant, c'est vraiment un espace qui est très pratiqué. Et le troisième espace qui arrive en troisième position, c'est l'océan. Donc ça doit confirmer quelque chose qu'on observe bien ici localement, l'habitude de fréquentation du littoral, et qui est vraiment la même, quels que soient les territoires. Que ce soit en hypercentre ou en deuxième couronne, on observe exactement les mêmes habitudes de fréquentation du littoral. Ensuite, on a aussi interrogé les motivations de fréquentation, et les trois qui ressortent vraiment, la première, que ce soit ce qu'on avait à la fois des questions quantitatives et qualitatives, c'est la question du ressourcement et du calme. Vraiment, les espaces de nature sont fréquentés pour se ressourcer, et c'est beaucoup mis en opposition à la ville. Donc c'est pour ne plus voir la ville, ne plus entendre la ville, ne plus voir les voitures, ne plus entendre le bruit. Et donc vraiment le choix des espaces est fait par rapport à ça, d'avoir des espaces assez grands pour ne pas voir, etc. Et pour se ressourcer. Donc on voit bien l'aspect, le rôle sur la santé mentale et physique que peut avoir la nature. On en parlait tout à l'heure. Et qui est lié à ça, l'activité principale, qui ressort à 80%, c'est la promenade. Vraiment tout simplement la promenade. Donc ça met un peu en évidence dans l'aménagement de ces espaces l'importance des parcours d'accès à l'intérieur des espaces et aussi peut-être entre les espaces pour les relier. Et le troisième qui ressort est peut-être celui-là qui nous a étonnés, puisqu'on avait fait des premières enquêtes qualitatives il y a 2-3 ans et c'était pas ressorti du tout comme ça, c'est l'observation de la nature. Qui est ressorti aussi fortement. Donc ça traduit peut-être cette sensibilité croissante sur ce sujet-là. Donc voilà pour les premiers résultats. L'étude est en cours de finalisation et les résultats complets seront donnés à la fin de l'année. Merci beaucoup. Et très rapidement, pour conclure cette table ronde, je vais donner la parole à Bob Clément, également de l'agence d'urbanisme, puisque vous avez mené une étude donc, sur les îlots de chaleur urbains. Et donc, vous posez la question des liens que vous faites entre cette notion d'îlot de chaleur urbain et de biodiversité et cadre de vie. Bien, bonjour. Donc effectivement, l'agence a conduit une étude sur l'adaptation au changement climatique des tissus urbains de la métropole bordelaise. On a pu identifier dans le cadre de cette étude plusieurs rôles que joue la nature au regard de la question de l'adaptation
au changement climatique. Le premier, c'est à grande échelle. C'est le rôle de la trame verte et bleue qui va jouer un rôle en termes de régulation climatique globale du territoire. À une échelle un peu plus fine, il y a les espaces verts qui vont principalement jouer un rôle en tant qu'îlot de fraîcheur refuge pour les populations qui habitent à proximité de ces espaces. Et puis il y a un troisième rôle qui est vraiment le rôle de la nature diffuse, donc ce qu'on appelle la nature en ville. Et là, il y a un rôle de régulation climatique très locale par la végétalisation à la fois de l'espace public, mais aussi une végétation, je dirais, le plus généreuse possible à la limite entre l'espace public et l'espace privé. La végétalisation des limites publiques-privées joue un rôle important dans l'écosystème global de la rue. Et puis enfin, il y a un enjeu de végétalisation au sein des parcelles, à la fois les espaces libres des parcelles, mais aussi le bâti, comme ça a pu être précisé précédemment ou dans la vidéo qu'on a pu voir en début de table ronde. Donc façade végétalisée, toiture végétalisée. La question peut-être qui reste encore à creuser aujourd'hui, c'est de préciser comment végétaliser, c'est-à-dire quel choix d'essence pour à la fois, je dirais, garantir des capacités d'ombrage et d'évapotranspiration dans les espaces publics et privés, en même temps garantir que ces essences résistent aux évolutions du climat, et en même temps faire en sorte que ces essences soient réellement des supports de biodiversité, d'une biodiversité intéressante, locale et écosystémique. Voilà. Donc ça, c'est une question encore un peu plus fine sur lesquelles il va falloir qu'on avance. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette seconde table ronde. Si quelqu'un souhaite réagir dans la salle, n'hésitez pas, les micros sont devant vous. Toujours pas. Alors je vous Oui. Oui. Je vous Vous vouliez allez-y. Trop duré. C'est une question pour madame, parce qu'on vous parliez de mesurer la demande en termes de services écosystémiques. Déjà, comment on mesure cette demande et dans quelle mesure le fait qu'on aménage des choses en ville ne change pas cette demande, parce que c'est ça que... Comment on joue sur la demande, en fait ? Ouais, comment on joue sur la demande. Alors nous, on ne préconise rien du tout, hein, mais la demande, en fait, quand on la cartographie, c'est en fonction de différents indicateurs, en fonction du service écologique. Donc là, par exemple, pour un service d'observation des insectes, ça peut être des infrastructures d'accessibilité au site, tout simplement, des indices d'ouverture au public aussi. Il y a des parcs qui sont ouverts, il y a des parcs qui ne sont pas ouverts. Après, ça peut être sur la demande, sur cet exemple-là, je réfléchis à ce que ça peut être. Là, sur celui-là, je n'arrive pas à aller un peu plus loin, mais ça va dépendre du service écologique. Par exemple, on a cartographié aussi des services d'îlots de chaleur urbains, donc, comme on parlait tout à l'heure, monsieur, où là, la demande, ça va être vraiment de l'habitation, des zones de bâti, mais aussi des zones commerciales, et à quelle distance elles vont être des zones de fraîcheur, de quoi sont composées ces zones de fraîcheur, et en quoi ça va plus ou moins répondre à cette demande-là en termes de bâti. Demande, c'est besoin, quoi. Voilà, c'est un besoin, oui. Oui. Merci beaucoup.